pour une fois, on va faire un sans tabou sérieux. Hein, voilà. C'est pas tous les jours qu'on déconne. Qu'est-ce que les entrepreneurs nous cachent? Il y a plein de choses. Quand on veut entreprendre, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Enfin, pas qu'on ne nous dit pas. Moi, je suis dedans, je vois. Mais il y a plein de choses qu'on ne dit pas aux gens. C'est très difficile, on va dire. Bon, qu'est-ce que les entrepreneurs vous cachent? Moi, je dirais que les gens font souvent des raccourcis. C'est-à-dire, il y a une histoire qui est là, qui est disponible peut-être dans un ouvrage, en tout cas en version très longue. C'est ça. Ils lisent des abrégés, là, Ouais. et puis ils se musclent dessus. Ouais. Si vous voulez creuser des questions, vous aurez peut-être pas toutes les réponses, mais une grande partie. Donc, pour les salariés entrepreneurs, par exemple, ou plutôt, pour les salariés entrepreneurs qui veulent faire la transition, souvent, quand on raconte les histoires, on parle des aînés, Jean Kakou Diagou ou autres, qui ont fait le saut en entrepreneuriat. Et puis, on dit qu'ils nous cachent des choses, que comment quelqu'un peut être salarié, faire la transition, comment il a géré la période flottante. Je vais vous partager deux histoires vraies qui sont dans des livres, mais que les gens ne vont pas aller lire. Ils vont penser qu'on leur cache des choses. Première histoire avec le fondateur du 3e distributeur pétrolier ivoirien, la famille Morocco. Okay. Donc, Monsieur Morocco était directeur technique du numéro 2 de la distribution du carburant en Côte d'Ivoire. Et il voulait faire justement la transition entrepreneuriale. Donc, il avait ses droits, il avait tout ça. Mais ça n'allait pas être très évident. Vous imaginez en 1994 se lancer dans des stations. Donc, quand il a présenté le projet autour de lui, beaucoup de gens lui ont dit non. Et il y a une personne, j'ai oublié son nom, qui était PCA, je crois, de la CIA à l'époque, qui lui a dit « Je ne peux pas te donner d'argent, je ne peux pas rentrer, vu ma position, mais je peux au moins t'aider en te prenant comme consultant à la CIR. On va te maintenir ton salaire pendant 1 an. » Ah, OK. L'ouvrage qu'il a écrit, là, j'ai oublié le nom. OK. Donc, vous direz que les gens créent les entreprises, ils ont les soutiens en haut, machin. Essayez de lire les livres. Ouais. Vous verrez que des fois, ils disent un peu comment ils ont fait la transition. Ouais. Et deuxième cas, le fondateur du plus grand équipementier sportif au monde, j'ai fini l'ouvrage il n'y a pas très longtemps. Lui, il a créé cette compagnie-là en restant salarié pendant 4 ans. Et après, il est devenu professeur de comptabilité. Donc, il a fait 5 ans en pilotant la société en question avec le logo que vous connaissez. Et ça facilitait la transition Bon, entrepreneuriale. c'est les faire comme ça, boudou, bon, il meurt. En fait, et les gens ont toujours l'impression qu'on leur cache des choses, alors que des fois, l'histoire est là. L'histoire d'un joli livre qui coûte 12 000. On ne va pas l'acheter, on ne va pas le lire. On va imaginer des choses. On pourrait faire lire... Effectivement, on pourrait les abréger, ou bien, en fait, des choses qui... Si tu veux entreprendre, à un moment, il faut commencer à aller au conf des entrepreneurs. Ouais. Regarder les autobiographies des entrepreneurs, voire rencontrer ceux qui sont encore vivants. Absolument. Il y aura des aspects de l'histoire, des mentors. voilà, qui vont aider. Ouais. Et puis, il faut peut-être se former aussi, non? Voilà, se former, mais compléter ça vraiment avec les histoires, les parcours. Les parcours. Donc, la formation, on la reçoit. Moi, j'ai appris tout. En fait, tout le monde y passe. Pour comprendre comment on crée le plus grand équipementier sportif au monde. Franchement, alors qu'on est un comment on étudiant. arrive à avoir des idées comme ça? Quand il est étudiant, je ne dirais pas le nom de l'autre compagnie allemande, mais elle domine le monde. Quand il a 60 ans, lui, il domine le monde. Donc, comment on fait ça? Alors, moi, je vais répondre un peu dans un autre domaine, parce que là, c'est très intéressant, mais on n'y est pas encore. Malheureusement, nous, on pense encore à faire des salons de coiffure, des ongleries. Alors, pour les filles qui veulent entreprendre, ce qu'on cache, au fait, c'est que si vous n'êtes pas coiffeuse de profession, vous n'avez pas été prothésiste de profession, moi, personnellement, mon conseil, c'est de ne pas ouvrir d'institut. Parce que si vous ne maîtrisez rien et que vous comptez soit que sur la coiffeuse ou la prothésiste, à tous les coups, elle peut vous faire un sale coup et partir. Parce que la prothésiste, là, c'est vrai que les gens viennent pour vous, pour votre tête, parce que ouais, on vous aime beaucoup. Mais si vous n'êtes pas présente, elle peut vous snatcher vos clientes et partir avec elles. Et les clientes ne vont pas rester pour vos beaux yeux. Vous ne pouvez pas les coiffer. Vous ne pouvez pas faire leurs ongles. Celles qui vont partir, elles vont avec leur talent. Donc, elles vont les suivre. Même si c'est dans le plus petit salon, le moindre que vous. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes petites sœurs, arrêtez de vous fatiguer à prendre beaucoup d'argent pour aller ouvrir des choses que vous ne maîtrisez pas. Ouais. C'est pas parce que X a que toi, tu auras la main. Elle ne te dit pas la vérité. Au fond, des fois, là, son endroit ne marche pas. Mais comme elle a beaucoup d'activités, elle arrive à combler ça facilement. Donc, elle est déjà nantie dans l'entrepreneuriat. Mais toi, tu viens de commencer. Il faut d'abord te former dans ce que tu veux faire. Pas parce que tu aimes les mèches que tu vas l'ouvrir un salon. Il faut connaître ton métier. Voilà. Alors, ce que moi, je veux savoir, justement, pour ceux qui sont déjà des entrepreneurs, c'est qu'il y a une question
question qui revient souvent, c'est que les entrepreneurs ont souvent besoin d'être boostés. C'est-à-dire financièrement. Tu peux ouvrir quelque chose, c'est petit, mais est-ce que tu gagnes ne te permet pas de vraiment agrandir ton truc. Est-ce que quand c'est comme ça, tu vas vers les banques? Est-ce que quand c'est comme ça, tu as des gens qui doivent forcément te pousser? Ou bien... parce qu'il y a d'autres qui disent, eux, ils ne grandissent pas depuis là parce que personne ne veut les accompagner. Donc, ils restent toujours dans leur petit coin. Bon, il faut connaître l'écosystème dans lequel nous sommes. Il faut connaître le parcours entrepreneurial, les différentes étapes, et puis pouvoir corriger les problèmes de notre écosystème. Il ne faudrait pas venir dire personne ne m'aide comme si en fait on aide d'autres personnes et puis c'est toi seul, on n'aide pas. Ouais. Dans la démarche entrepreneuriale, au début quand vous créez, vous allez soit avec de l'autofinancement ou ce qu'on appelle du love money. Ça vous permet de lancer quelque chose. Dans les pays anglo-saxons, ce quelque chose-là, il est, je peux citer les noms des grandes compagnies. Bien sûr, allez. Google par exemple, les gens utilisent les ressources matérielles, le Stanford, le serveur, pour lancer Google. Donc, exemple d'une entreprise qui s'est créée au départ avec 0 francs, Google. Ils ont utilisé les ressources matérielles du Stanford pour lancer le site. Okay. Donc, quand vous avez ça, on appelle ça genre un prototype, les gens viennent, les gens utilisent. Vous pouvez maintenant, à partir de ce prototype, avoir les financements d'un business angel. Okay. Donc, ceux qui veulent creuser cette question, vous pouvez suivre le documentaire de Google. Vous verrez à quelle étape l'argent arrive. L'argent arrive quand Google existe déjà, quand il y a un prototype validé. C'est ça. Donc, la personne investit $200 000, c'était le prof en informatique. Et on continue, on grandit. Et après les business angels, l'étape suivante, c'est les fonds de capital investissement qui vont prendre la place des business angels. Ils vont vous emmener à un autre niveau. Et après, c'est le marché financier. Si vous avez bien remarqué, j'ai dit business angel, capital investissement, marché financier. Chez nous, là, est-ce qu'il y a ça? Mais non. Il y a la microfinance quand même. Non, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que ce processus-là, dans la francophonie, là, il est très, je ne dirais pas inexistant, mais très faible. C'est maintenant, on a des fonds de capital investissement qui arrivent, on a très peu de business angels. Donc, quand quelqu'un se crée en francophonie avec l'autofinancement ou le love money, il va essayer de sauter toutes ces étapes-là pour arriver à la banque. Mais la banque, elle ne finance pas le capital démarrage. Elle ne finance pas le capital croissance. Elle finance quelque chose qui est éprouvé, qui est là depuis 10 ans. On a des flux réguliers. Donc, on fait un mauvais procès au système financier que de lui dire, vous ne soutenez pas les gens qui sont en démarrage. Qui t'a dit que c'est la banque qui a financé Facebook? On ne prête qu'à des personnes rentables et qu'à des personnes riches. La banque n'a jamais financé de faire un cahier. Aucune banque n'a jamais financé Google. La banque n'intervient pas à cette étape-là. Donc, il nous faut, nous aussi... Non, sérieusement, prenez tous les parcours des grandes boîtes. La banque n'intervient pas à cette étape-là. La banque intervient quand le business model est éprouvé, quand il y a des flux financiers clairs. Donc, quand vous savez que dans votre écosystème, il n'y a pas de business angel, il n'y a pas de fonds de capital d'investissement, le marché financier est en amorçage, vous ne devez pas vous plaindre de quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Monsieur, je veux juste revenir à ce que tu as posé comme question, parce qu'elle était importante pour moi de répondre. Ce que les entrepreneurs nous cachent, parce que bon, c'est vrai que j'ai un côté vraiment... je me suis mise dans l'entrepreneuriat depuis 7 ans maintenant, dans l'immobilier. C'est que les entrepreneurs, en fait, vous cachent que vous tapez beaucoup plus de poteaux que vous n'en gagnez plus. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que dans l'immobilier, par exemple, pour mon cas, tu peux faire 10 visites à un client et puis 10 visites, tu ne fais pas de location. Il va aller peut-être même lui trouver une autre agence qui va lui trouver un bien. Et tu perds de l'énergie, tu perds du temps. Par contre, tu vas faire peut-être sur 20 visites, tu vas en faire une, mais qui va être un gros marché. Et les gens, en fait, ce que les gens apprécient beaucoup en tant qu'entrepreneur, c'est le fait de savoir que même si tu as tapé poteau avec cette personne-là, la personne va voir que tu continues de te battre dans le même domaine. Et au fur et à mesure que tu évolues au fil des années, les gens te font confiance parce qu'ils savent que tu es endurante et que tu es constante dans l'activité dans laquelle tu es. Et c'est ce qui fait que ça crée une confiance et une énergie